Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période quelque peu complexe et déroutante. Chaque année, à pareille époque, quelques jours avant l'été, les éditions Robert Laffont ont l'habitude de vous convier, vous, libraires, à une réunion pour vous présenter les titres qui feront l'actualité du mois de septembre. Oui, mais voilà, cette année, ce satané virus a chamboulé tous nos plans. Qu'à cela ne tienne, par la magie de l'image, nous allons néanmoins découvrir ensemble quels seront les titres qui feront la rentrée littéraire 2020 des éditions Robert Laffont. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à retrouver depuis son bureau parisien Cécile Boyerin, la directrice générale des éditions Robert Laffont. Bonjour Cécile. Bonjour et merci cher Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Alors je vous souhaite la bienvenue de mon bureau aux éditions Robert Laffont. Puisque cette année, au nom de toutes les équipes de la maison, je suis évidemment ravie de vous retrouver et surtout après cette période de confinement dont nous émergeons à peine à l'heure où nous parlons, et ravie également de vous présenter cette belle rentrée littéraire 2020 au format totalement inédit. Je voudrais commencer cette réunion virtuelle en remerciant évidemment tous nos auteurs qui se sont prêtés à cet exercice de vidéo et remercier toutes les équipes qui ont préparé avec soin cet événement, toutes vos équipes, cher Philippe, et toutes les équipes chez Robert Laffont. Et alors Cécile, comment qualifieriez-vous cette rentrée littéraire ? Je dirais qu'elle est resserrée, romanesque et très fidèle à l'esprit de nos maisons. Alors, resserrée. Nous allons vous présenter 9 titres au total, soit 6 titres chez Robert Laffont, 2 titres chez Julliard qui vous seront présentés par Vanessa Springora, la nouvelle directrice de la maison, et un titre chez Nil. Et je dirais que cette rentrée littéraire est aussi marquée par un nouvel esprit graphique, puisque nous avons le plaisir de vous présenter une jolie maquette, plus littéraire, plus aérée, plus équilibrée. Alors, ne nous faites plus languir, quels sont les auteurs et les titres que nous allons découvrir ensemble ? Alors, nous avons d'abord le retour d'auteurs que nous attendions. Je veux démarrer par Gwenaëlle Robert en particulier et Héloïse Guedbelissen, qui chacune puise dans l'histoire l'esprit de leur inspiration. Pour Héloïse, il s'agit de la découverte de Lascaux par celui qu'elle a appelé le dernier inventeur, Simon Cohen-Cass. Nous commémorons au mois de septembre les 80 ans de la découverte de Lascaux, fabuleuse découverte, et c'est l'objet central du roman d'Héloïse. Le deuxième fait historique, c'est l'attentat raté de la rue Saint-Nicaise contre Napoléon Bonaparte, et c'est cet événement historique dont Gwenaëlle Robert s'empare pour écrire un roman passionnant dont Joseph de Limoëlan, le protagoniste principal, va être au centre et qui donne son surnom, si j'ose dire, au roman de Gwenaëlle Robert, baptisé Nevermind. La deuxième chose, c'est que nous avons décidé de vous présenter 2 premiers romans cette année. L'un est signé David Fortems. David est un jeune auteur surdoué de 24 ans. Son roman a pour titre Louis veut partir, et c'est l'histoire très forte d'un père pour son fils, l'histoire d'amour d'un père pour son fils. Il va partir à sa recherche après un fait tragique, et on va suivre le cœur battant cette espèce de road movie romanesque de Pascal le père pour Louis le fils. Ce roman a pour décor grandiose une petite ville des Ardennes françaises, et vous découvrirez tout à l'heure en compagnie de David ce qui l'a inspiré pour écrire ce premier roman, qui est un roman coup de poing. Le deuxième, retenez bien son nom, Kieran Millwood Hargrave, cette jeune Anglaise, également surdouée, de 29 ans, signe chez Pavillon son premier roman adulte, qui a pour nom Les Graciés et pour cadre le XVIIe siècle en Norvège. C'est une histoire à couper le souffle, qui a d'ailleurs coupé le souffle de Tracy Chevalier, vous savez, l'auteur de La jeune fille à la perle, dans une magnifique traduction de Sarah Tardy. Voilà pour nos 2 premiers romans.
Je voudrais saluer l'arrivée d'Alain Tellier au catalogue de Robert Laffont. Alain Tellier est dramaturge, il signe son grand retour en littérature avec Stella Finzi, qui a pour cadre Rome, l'Italie, et qui est une très belle histoire d'amour entre une jeune italienne femme laide et un romancier français émigré, réfugié à Rome. Voilà, c'est toute l'Italie et c'est une très belle histoire d'amour. Alors chez Nil, nous vous proposons un titre qui a pour nom le bowling du point du jour et pour cadre un bowling. Elizabeth McCracken est une auteure américaine. C'est une pépite drôle, épique, saluée par Nick Hornby. Et je voudrais également saluer la traduction de Hélène Cohen qui restitue parfaitement bien l'esprit du roman d'Elizabeth McCracken et qui nous donne un roman digne de figurer parmi les plus belles réussites de la collection Nil. Je crois, Cécile Boyeringe, que vous avez aussi un bel inédit à nous présenter pour cette rentrée, un manuscrit exceptionnel. Oui, alors je voudrais terminer ce tour de piste littéraire par un événement littéraire, un véritable scoop. Il s'agit d'un manuscrit inédit de Joseph Roth, le grand écrivain autrichien. Manuscrit inédit qui a échappé aux griffes de la Gestapo dans des circonstances rocambolesques. Ce manuscrit, c'est Perlefter, l'histoire à travers un regard désenchanté, assez critique de la Vienne des années 30, est composé d'un roman et de 8 nouvelles. C'est une véritable découverte et un titre qui méritait tout à fait de rejoindre le catalogue prestigieux de la littérature étrangère chez Robert Laffont. Merci Cécile Boyeringe d'avoir été avec nous pour ce début de rencontre et tout de suite, ensemble, entrons dans le vif du sujet pour découvrir ces 9 titres de la rentrée littéraire Robert Laffont, disponibles en librairie dès la fin du mois d'août. Nous avons rendez-vous avec Gwenaëlle Robert qui publie aux éditions Robert Laffont au mois de septembre Nevermind dans la collection Passe-Muraille. Gwenaëlle nous attend dans sa maison en Bretagne, là-bas à Saint-Malo, où elle est professeure de lettres. Je vous rappelle que l'on doit à Gwenaëlle Robert déjà 2 titres, Tu seras ma beauté et Le dernier bain. Bonjour Gwenaëlle Robert. Merci d'être avec nous. Je vous ai demandé, avant d'entrer dans votre nouveau roman, dans votre nouveau livre, de nous présenter une image. Vous avez choisi ce très beau château dans cette campagne bretonne. Que représente-t-il ce château ? Alors c'est un château qui se situe à Sévignac, qui est donc une commune des Côtes-d'Armor, et qui est le château de Limoëlan. Il est toujours habité par les descendants du chevalier de Limoëlan. Et donc c'est là que s'est caché mon héros. C'est surtout là, en visitant ce château, que j'ai eu l'idée de ce roman, en découvrant la destinée de cet homme qu'on ne connaît pas, si ce n'est qu'on sait qu'il a évidemment participé à l'attentat de la rue Saint-Nicaise, mais tout ce qui a suivi, les années qui séparent cet événement de sa mort, elles sont assez obscures. Alors en visitant ce château, en ayant accès à un certain nombre d'archives, et surtout au souterrain où il s'est caché lui-même et où j'ai pu le suivre en quelque sorte, eh bien j'ai eu l'idée de ce roman, de cette destinée très romanesque qui s'étend donc sur la première moitié du 19e siècle. Alors forcément, j'ai envie de savoir si c'est uniquement en visitant ce château qu'est né ce roman Nevermind. En fait, c'était une idée que j'avais de suivre un petit peu de façon chronologique les temps incertains qui suivent la Révolution. En fait, l'histoire commence sous le Consulat. C'est cette période un petit peu de transition, avec à la fois évidemment toujours je dirais les cendres encore fumantes de la Révolution française et l'arrivée de ce personnage que certains jugent providentiel de Napoléon Bonaparte, mais qui n'est pas encore empereur. Et donc, dans cette espèce d'entre-deux, eh bien, toutes les espérances sont permises aux partis politiques, à la fois aux jacobins qui voudraient établir une république, aux monarchistes qui aimeraient rétablir la royauté. Et c'était cette incertitude qui me semblait vraiment un terrain romanesque. Donc, je souhaitais explorer ces années-là, ces années un peu mal connues du consulat, celles qui précèdent l'Empire, et il m'a donné évidemment
vraiment l'occasion d'entrer de plein pied, je dirais, dans cette période. Vous écrivez, Joseph n'est pas un bourgeois, plus un gentilhomme, pas encore un bandit. Il se meurt dans l'intervalle incertain qui sépare ses conditions sans plus très bien savoir qui il est. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qui est-il, ce personnage principal de votre livre, Joseph de Limoëlan? Alors il est le descendant d'une ancienne famille bretonne de chevaliers, il a le titre de chevalier, c'est un condisciple de Chateaubriand, ils ont été élèves ensemble au collège de Rennes, et puis à l'âge de 18 ans, son monde s'effondre lors de la Révolution française, son père est guillotiné, une partie de sa famille émigre, et lui se retrouve en quelque sorte dépossédé de ce qui étaient les bases de son existence, c'est-à-dire cette vie de gentilhomme de province dans son château de Bretagne, qui tout à coup n'existe plus. Alors il rentre dans la chouannerie, on a peu d'éléments sur cette période de sa vie, mais il participe à un certain nombre de combats, et puis ensuite il disparaît. Il est probablement à Paris, où il continue à être actif dans les complots royalistes, et on retrouve sa trace donc ce jour de Noël 1800, alors que Napoléon est donc victime d'un attentat, dont il sort indemne lui, mais qui fera d'autres morts. Et parmi les trois coupables se trouve Joseph de Limoëlan. Son nom sera connu en fait plus tardivement, puisque d'abord Napoléon est persuadé que c'est un coup des Jacobins, c'est du côté des Jacobins qu'il va orienter ses recherches, et ensuite on retrouvera Joseph de Limoëlan sous divers déguisements, sous divers noms, jusqu'à ce qu'il atteigne les rivages du Nouveau Monde, où il est encore là-bas célébré véritablement comme un saint homme, puisque après être devenu prêtre, il a mené une vie de piété et de dévouement qui lui a permis en quelque sorte d'expier son passé français. Vous nous entraînez au cœur de ce Paris 1800. Joseph est ce que l'on appelle à l'époque un muscadin. Il appartient à une jeunesse bohème et désabusée qui tente de renaître sur les ruines de l'ancien monde auquel il appartenait. Parlez-nous du bal des victimes auquel Joseph se rend la veille de commettre un attentat contre Napoléon. Au moment où les émigrés rentrent en France, grâce à la loi d'amnistie votée par Napoléon, on voit surgir tout à coup une jeunesse, on peut dire une jeunesse dorée, dans la mesure où ils appartiennent à des familles illustres, mais en même temps une jeunesse aussi désargentée, puisque la Révolution les a privés de leurs biens. C'est surtout une jeunesse qui s'est beaucoup ennuyée dans les lieux d'émigration, enfin là où elle avait émigré, à Londres ou parfois en Prusse, en Autriche, et qui a envie de s'amuser. Ils ont donc entre 18 et 25 ans, ils se retrouvent pour danser, et ils mettent en scène en quelque sorte l'histoire de leur famille. On appelle ces bals les bals des victimes, car pour y entrer, il faut avoir un certain nombre de guillotinés dans la famille, donc c'est assez macabre. Ils s'habillent de noir, ils s'habillent comme s'ils allaient en fait à l'échafaud, donc il faut avoir le cou dégagé, la nuque dégagée, on se rase les cheveux, les femmes aussi, en tout cas la nuque, et puis on porte un collier très fin, comme un filet rouge, un fil rouge autour du cou, qui marque l'endroit où la lame doit tomber. Votre livre s'ouvre le 24 décembre 1800. Limoëlan va donc commettre un attentat contre Napoléon. Celui-ci en réchappe, mais on dénombre 7 morts qui vont désormais hanter Limoëlan. Est-ce finalement un roman sur la rédemption ? Oui, absolument. En fait, j'ai voulu raconter comment cet homme qui a sur la conscience plusieurs morts va accéder à une forme de rédemption. Alors, il y a d'un côté, je dirais, pour lui d'abord une sorte de conversion, puisque ça passe par une expérience mystique de la miséricorde divine, qui est mis en balance un peu avec la justice, entre la miséricorde que connaît Joseph de Limoëlan dans les souterrains où il s'est caché, et la justice telle qu'elle est exercée par Fouché, avec son caractère arbitraire aussi. Eh bien, il y a une sorte de mise en relation qui permet d'éclairer les choix de l'un et de l'autre. C'est d'abord un homme qui est perdu et qui cherche à se racheter. Et c'est un homme qui se libère, c'est-à-dire que le premier esclavage, c'est sa faute, et il va progressivement s'en libérer.
Dans votre roman, Gwenaëlle, 62 chapitres, et à chaque chapitre, il y a un personnage différent qui prend la parole et qui nous raconte l'histoire à travers son propre regard. L'occasion de faire se côtoyer de petites gens face à des grands noms comme Fouché, Joséphine de Beauharnais ou le duc d'Enghien. Pourquoi était-ce important de redonner vie aux anonymes ? Je crois que c'est la différence entre la littérature, enfin le roman historique et l'essai d'histoire. C'est que l'essai d'histoire, il va s'intéresser essentiellement à une histoire officielle, aux personnages, je dirais, historiques importants. Et puis en littérature, il y a de la place pour tous les autres, tous les anonymes, toutes les histoires individuelles du peuple. Et c'est là qu'on va trouver en fait la place dans le roman de les évoquer. Alors effectivement, j'avais travaillé sur les différentes minutes du procès donc des deux acolytes de Moëlan qui eux seront guillotinés, et en voyant défiler les noms des victimes, des blessés ou des familles des morts de l'attentat, il m'a semblé important de leur donner une place et d'essayer d'imaginer ce qu'a pu être leur vie et comment comment leurs vies ont été perturbées, en tout cas bouleversées par cet attentat. Je crois que c'est ce que permet la littérature, c'est précisément de donner chair à toutes les petites histoires individuelles qui restent dans l'ombre de la grande histoire. Nous sommes dans les toutes premières années du 19e siècle. Pourquoi avoir néanmoins choisi ce titre anglais, Nevermind, que l'on peut traduire par « ça ne fait rien » ? Oui, c'est le nom sous lequel était connu Limoëlan. Alors, c'est-à-dire que lorsqu'il part en Amérique, il change de nom, il se fait appeler le père de Clos-Rivière, mais très vite, ses paroissiens, tous ceux qu'il fréquente, vont lui donner ce surnom, Nevermind, puisqu'il était connu pour répondre à tous les problèmes que pouvait rencontrer sa communauté, à toutes les difficultés matérielles, par exemple, qu'il rencontrait. Lui avait une sorte de douceur qui lui faisait toujours répondre Nevermind. La seule chose, en fait, qui était grave pour lui, c'était cette messe de Noël où on pense qu'il devait revivre la nuit de l'attentat et où il pleurait au moment de la consécration. Mais tout le reste, finalement, était devenu moins important que cet événement qui a évidemment marqué tout son destin. Pour conclure, Gwenaëlle Robert, j'ai choisi une courte phrase de votre roman « Tout n'est pas bien, mais tout est grâce ». Merci d'avoir été avec nous depuis la Bretagne, depuis Saint-Malo, pour nous parler donc de votre actualité à venir dans la collection Passe-Muraille chez Robert Laffont. Le titre de votre nouveau roman, Gwenaëlle Robert, Nevermind. Je vous invite à une balade dans la grotte de Lascaux avec le nouveau livre d'Héloïse Guay de Bellicène qui sera l'un des événements Robert Laffont de la rentrée de septembre. Bonjour Héloïse. Héloïse Guay de Bellicène, vous nous accueillez chez vous dans le sud de la France, vous êtes près du Castellet. Je rappelle que vous avez été libraire dans une autre vie et puis aujourd'hui vous vous consacrez à l'écriture. C'est ici votre 5e titre et le 2e chez Robert Laffont. Avant d'entrer dans votre livre et avant d'entrer dans cette grotte de Lascaux qui est le point de départ de votre roman, une image que vous avez choisi de nous faire partager, c'est cette femme en noir et blanc. Pourquoi ce choix? Que représente-t-elle? Alors en fait cette image, d'abord elle est magnifique, c'est une femme magnifique, c'est la mère du personnage principal de mon livre. Elle s'appelle Victorine Coincas. C'est une photo des années 30-40 où elle pose. À l'époque ça se faisait beaucoup de se faire prendre par un photographe professionnel et avec une fourrure, et c'est une photo magnifique d'une femme magnifique qui est dans le livre, et c'est une photo que j'ai gardée après avoir écrit le bouquin chez moi, que j'ai encadré. Donc Victorine est avec moi maintenant. Finalement, quelle est la genèse de ce livre? J'avais envie en fait au départ d'écrire une histoire d'amitié. Et j'ai tout de suite pensé aux gamins qui découvrent Lascaux, enfin aux adolescents. Et j'ai essayé de les retrouver, il en restait un, donc Simon Coincas, qui était un môme de 91 ans à l'époque, et qui m'a tout de suite ouvert sa porte en me disant écoutez, je vais vous parler de ma vie. Et voilà, j'ai eu la chance en fait d'avoir ses dernières paroles puisqu'il est décédé en début d'année. Et du coup, en fait, ce livre, c'est une histoire d'amitié, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que sa vie est complètement extraordinaire.
Au-delà de la découverte de la grotte, de Lascaux, vous nous racontez le destin d'un homme confronté au vent de l'histoire et à la barbarie humaine. J'ai eu envie de dire que Simon avait une destinée, qu'on a tous, hein, mais qu'il n'a pas découvert une grotte aussi belle et qui va être le royaume de l'art pour l'humanité entière, juste avant qu'il lui arrive ces choses affreuses et folles et que sa famille va subir de plein fouet encore plus que lui. C'était pas un hasard en fait. Cette grotte, elle s'est ouverte à lui pour l'accueillir en fait, l'accueillir et l'aider à supporter ce qui va lui arriver. Donc j'ai voulu qu'il forme un espèce de couple en fait, que Lascaux et ce qui se passe au moment de la découverte de Lascaux, que la grotte, enfin que la beauté enraye un peu la laideur du moment quoi. La judaïté de Simon et le drame de sa famille vous ont-ils donné un autre regard sur la grotte de Lascaux ? En fait, c'est vrai qu'il y aurait eu déjà que la découverte, c'était juste flambant. Hein. Mais à partir du moment où... en fait, c'est Simon, la première fois que je l'ai rencontré, je voulais qu'on parle de Lascaux et on n'en a quasiment pas parlé. Il m'a montré un papier comme quoi il avait été déporté. Et c'était ça qu'il voulait nous dire, en fait, dès le départ. Et donc, en découvrant, moi, la grotte de Lascaux, j'ai découvert une autre grotte, celle de l'horreur. Et du coup, c'est lui qui m'a offert ce parallèle complètement fou. Enfin, je sais pas comment, dans un même endroit hein, d'une vie, on peut faire tenir ces deux choses-là, et pourtant, c'est le cas. Je rappelle que Simon Coincas est décédé en février de cette année. L'écriture du livre a-t-elle pu être modifiée suite à ce décès ? Alors non. Parce qu'en fait, le livre était déjà terminé et ça a rien changé pour le livre. Ça a changé pour moi, évidemment, parce que c'était super triste qu'il soit pas là pour voir la sortie, pour voir l'objet, pour le tenir dans ses mains, enfin pour être heureux ou peut-être mécontent, j'en sais rien. Heureusement, Gisèle, sa femme, est toujours là et ses enfants, donc j'espère que voilà, il y aura quand même une vision coincasesque du livre. Maintenant que tu m'as regardé, reconnu, estimé, je vais te dire qui je suis. Je suis l'éternité du vrai. Je suis les matins primitifs. Je suis le phénomène complet du monde, l'héritage des silences. Je suis les débuts de la pensée secrète et originelle. Je suis le tout. Vous avez fait le choix, Héloïse, de faire parler la grotte. La grotte s'exprime, elle parle à Simon, elle parle à la mort, à l'art, à la guerre. Pourquoi ce choix ? Parce que c'était trop tentant. Je pouvais pas passer à côté d'un personnage aussi fort et magnifique que la grotte de Lascaux. D'abord, j'ai toujours pris des personnages un peu bizarres à des moments imaginaires. Ça, je l'ai toujours fait, mais faire parler la grotte de Lascaux, c'était trop d'honneur pour ne pas le faire. À un moment, vous cherchez à parler de la mère de Simon qui était pleine de vie, mais vous avez du mal à écrire parce que vous savez qu'elle a été déportée et tuée à Auschwitz. Et vous parlez alors de la bataille de l'écrivain. Qu'est-ce que cela représente, cette bataille de l'écrivain ? Et plus largement, selon vous, quel est le rôle de l'écrivain ? Le rôle de l'écrivain, c'est très compliqué en fait de répondre. Moi, je prends toujours des personnages qui sont réels, alors j'essaye toujours de pas les trahir. C'est un peu mon but, c'est aussi de me mélanger à eux, mais aussi de pas les trahir. Quand je devais parler de la mère de Simon, et d'ailleurs je parle de la photo qu'on a vue dans le bouquin, en sachant qu'elle a été déportée et tuée à Auschwitz dès qu'elle est arrivée dans les lieux, ça m'a vachement perturbée en fait. J'ai pas eu envie de la tuer. Et là, je me suis dit ouais, après tout, j'ai le droit. C'est moi qui choisis mon livre, c'est moi qui écris. Alors là, j'ai juste envie qu'elle soit en vie. Donc, pour une fois, là, le livre, il sert juste à mettre un coup de pied à l'histoire aussi et dire on sait ce qui s'est passé, mais moi, j'ai pas envie. Et en fait, je fais un peu ce que je veux. C'est un peu insolent, en fait, ce truc de... C'est juste un peu d'insolence, quoi. C'est même pas une bataille, peut-être. C'est genre... je m'en fous, j'ai décidé qu'elle était plus belle que sa mort, alors voilà, elle sera là et puis c'est tout. En quoi Simon Coincas a-t-il bouleversé votre vie de femme et d'auteur ? C'est un héros parfait, d'ailleurs je lui avais dit, vous êtes un héros de roman en fait, franchement, c'est un type merveilleux quoi. Donc j'espère qu'il sera lu simplement pour ça en fait, pour qu'on se dise,
Simon Coinca, c'est un héros, quoi. Un héros banal aussi, parce qu'il a eu une vie banale après, hein, je veux dire. Il se sentait pas du tout surhumain ou quoi que ce soit. Il se sentait comme nous tous, en fait. Donc en plus, il était humble, il avait tout pour lui, quoi. Avant de vous quitter, Héloïse, je voudrais citer cette phrase extraite de votre roman. « Quand un geste est beau, il est transmis de génération en génération ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le sud de la France, près du Castellet. Héloïse Gay de Bellicène, je rappelle le titre de votre nouveau livre, Le Dernier Inventeur, qui sera l'un des temps forts de la rentrée littéraire Robert Laffont du mois de septembre. Homme de théâtre mais aussi romancier, Alain Tellier rejoint la maison Robert Laffont pour publier son 8e roman titré Stella Finzi. Bonjour Alain Tellier, merci d'être avec nous. Nous allons parler de cet ouvrage Stella Finzi, mais auparavant j'aimerais que vous nous expliquiez le choix de cette image que vous nous avez fait parvenir. Il s'agit d'une jaquette de CD, un CD de Cecilia Bartoli. Pourquoi ce choix ? Alors ce sont des airs d'opéra bien sûr, et j'aime beaucoup Cecilia Bartoli. Et dedans il y a un air de Vivaldi, qui s'appelle Sposa son disprezzata. Ça veut dire marié, je suis méprisé. Et c'est un air que Stella Finzi écoute beaucoup et qu'elle va faire beaucoup entendre et écouter au héros, enfin l'anti-héros, Vincent, puisque c'est lui qui parle, c'est lui qui nous parle. Mais cet air va revenir plusieurs fois dans le roman, comme une espèce de litanie, et c'est, vous vous en doutez, vous qui interviewez beaucoup d'écrivains, évidemment, l'air que j'ai beaucoup écouté moi-même pour écrire le roman, c'est l'air qui nous permet de nous resituer chaque matin et de retrouver l'ambiance un peu. Voilà qui nous fait entrer de plein pied dans votre nouveau roman, Stella Finzi. Je me permets de résumer, nous faisons connaissance avec Vincent, c'est un homme désabusé d'une quarantaine d'années. Nous sommes en 2018, au début du roman. Vincent a vécu à Paris, il a vécu à Nice, où son père vient de mourir, et lui-même a décidé de mettre fin à ses jours, et pour ce faire, il choisit d'aller s'installer à Rome. Et un matin, dans un café, il fait connaissance avec Stella Finzi. Comment est-il né ce roman, Alain Tellier ? Je suis allé il y a presque un an, au mois de juin dernier, voir mon agent littéraire italien, Isabelle Agullo, qui s'occupe de mes pièces de théâtre. Elle m'a reçu merveilleusement, non loin du forum, où se déroule une partie du roman. Et j'étais là-bas pour rencontrer mes traductrices et aussi pour travailler un peu les traductions de mes pièces. Et en me promenant dans Rome, il y a des images qui me sont venues. Et vous savez comme moi qu'au début, on n'a pas forcément un scénario. Ce serait trop facile. Mais des flashs, des choses. Alors j'ai commencé à prendre beaucoup de notes. Je me souviens même avant de partir, dans un magasin de photocopie, j'ai acheté 2 cahiers. Et je me suis dit, tu vas commencer un roman en rentrant dans ces 2 cahiers et on va bien voir. En fait, ça a fait 8 cahiers à la fin. C'est l'histoire d'une rencontre, celle de Vincent et de Stella Finzi. Présentez-nous les personnages. Vincent, c'est un homme très sensible, qui à la quarantaine, c'est un peu l'anti-bobo, c'est une sorte de dandy. Il adore Huysmans, il adore la musique de Debussy, il est très décalé, il n'est pas du tout dans son époque, il n'aime que la beauté, il se sent très fragile, et même avec les femmes, il se sent un peu perdu, parce qu'il ne se sent pas assez viril. Il n'aime pas les hommes pour autant, mais il ne sait plus comment aimer, il ne sait plus qui aimer. Il est vraiment perdu sentimentalement. Et puis il a reçu au début du roman une sorte d'héritage quand son père est mort, effectivement, après une vente d'appartements niçois, et il se dit qu'il va essayer de gagner plus pour vivre sans jamais travailler, comme les dandys d'autrefois, vous savez. Et en fait, il place très mal son argent et il perd presque tout. Donc il se dit, je vais aller mourir à Rome, comme on meurt à Venise, dans certains films de Visconti. Et donc il arrive à Rome et il va laisser le temps passer et dépenser son argent. Et puis il se dit, je me supprimerai lorsque je n'aurai plus rien. C'est le pitch, un peu comme on dit vulgairement maintenant. Seulement, voilà, il va y avoir dans un café qui s'appelle La Licata, dans le quartier Monti, un café où j'adorais aller le matin au mois de juin dernier, où j'espère bientôt revenir. Et là, il y a cette Stella qui va jeter dès le début son dévolu sur lui. Il y a la rencontre entre Vincent et Stella à notre époque contemporaine, et puis il y a aussi 2 autres personnages importants, Gilles de Rais et Prélati. Pourquoi ces 2 personnages de l'époque médiévale font-ils leur apparition dans ce roman ?
Parce qu'il y a un roman dans le roman, vu qu'elle veut le remettre sur pied, donc elle va lui demander d'être son ghostwriter, son écrivain fantôme, et elle va lui donner une idée de roman. Et cette idée de roman, elle lui donne lorsqu'ils vont en Toscane à Montecatini, parce que c'est à Montecatini que vivait Francesco Prelati, qui a été l'alchimiste de Gilles de Rais, faux alchimiste. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a un parallèle entre Prelati, Gilles de Rais, Stella Finzi et Vincent. C'est-à-dire que Gilles de Rais a enfermé Francisco Prelati pour transformer du plomb en or, pour se refaire, parce qu'il commettait des exactions horribles, et ce n'était que comme ça, avec l'argent, qu'il pouvait s'en sortir. Donc c'est un homme que l'on a enfermé pour créer quelque chose. Et d'une certaine manière, après les 3/4 du roman, Stella Finzi va enfermer Vincent, dans l'appartement de ses propres parents d'ailleurs, à Stella, via Cavour, près du Forum de Rome, en lui disant « tu vas m'écrire un livre ». Et de toute façon, elle le tient, parce qu'elle le nourrit, il n'a plus rien. Donc sans elle, il meurt. Et tout d'un coup, il n'a plus envie de mourir. Donc lui aussi, comme Prelati, a besoin de créer pour subsister. Alain Tellier, j'ai choisi une phrase dans votre roman « Il y a ce qui nous plaît et ce dont nous sommes capables. Entre les deux percent nos désillusions ». Est-ce un bon résumé ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous savez, il y a une phrase très belle de Flaubert qui dit « il faut connaître ses limites et les aimer ». Ben, c'est un peu ça. Vous avez raison, c'est tout à fait ça. Il faut essayer de comprendre qui on est et ce dont nous sommes capables. Je crois que il me semble que le but de la vie, c'est de rayonner au maximum de ses possibilités. Et cette Stella Finzi, elle est cela. Elle va être une personne incroyable qui va être pour lui un révélateur. Elle va lui montrer jusqu'où il peut aller. Il se restreignait. Elle va vraiment l'aider à rayonner. Et c'est le genre de rencontre dont on rêve. Merci beaucoup Alain Tellier de nous avoir accueillis chez vous pour nous parler de votre nouveau livre publié donc chez Robert Laffont en septembre prochain. Ça s'appelle Stella Finzi. Ce sera l'un des temps forts de la rentrée littéraire de septembre pour les éditions Robert Laffont. C'est un premier roman signé de David Fortems. Ce jeune homme a 24 ans, il a suivi des études de cinéma à Lyon. Il est aujourd'hui installé à Paris où il se consacre à l'écriture. Et voilà un premier roman coup de poing. Bonjour David Fortems. Merci de nous accueillir dans votre appartement parisien. Je vous ai demandé de nous faire parvenir une image. Vous avez choisi une image très personnelle. Expliquez-nous. Cette image, elle représente ma chambre à Paris où j'ai écrit l'intégralité du roman. Donc c'est le bureau avec voilà ma petite lampe. C'est là que j'ai écrit l'intégralité, la quasi-intégralité du roman. C'est une pièce qui regroupe à peu près tous les aspects de ce qu'il me faut pour bien écrire, à savoir une fenêtre que je peux ouvrir ou pas, mais une fenêtre qui donne sur quelque chose. En l'occurrence, là, c'est sur cour, donc ça donne sur la cour, une cour, c'est toujours un lieu merveilleux d'inspiration où on peut observer un petit peu les gens. C'est un peu voyeuriste aussi, mais bon, je m'en excuse. Je me permets de résumer en quelques mots, David, votre roman « Louis veut partir ». Nous sommes dans les Ardennes à notre époque. Pascal est un homme qui travaille en usine. Il vit seul avec son fils qui a 20 ans depuis que la maman a choisi de quitter le foyer lorsque l'enfant avait 4 ans. Le père et le fils s'entendent bien. Oh, il n'y a pas beaucoup de communication, ils n'ont pas grand-chose à se dire, mais il n'y a pas de tension, il n'y a pas de violence entre le père et le fils. Mais un jour, c'est le drame puisque Louis choisit de mettre fin à ses jours. Dès lors, ça va être une descente aux enfers pour son père Pascal qui, en regardant par inadvertance le téléphone portable de son fils, va découvrir que celui-ci était homosexuel. Il va alors essayer de reconstruire le puzzle de la vie de ce fils qu'il connaissait si mal. Comment est née cette histoire, David Fortems ? Mais ce roman, c'est très simple. Il naît de deux envies. La première envie, c'était l'envie de décrire les Ardennes, qui est une région que je connais bien, que j'aime beaucoup, à laquelle je suis très attachée, qui existe peu en littérature. Donc ça donnait aussi l'occasion de faire quelque chose d'original. Mais c'était surtout un très bon moyen de parler en tant que nouvel auteur, en tout cas autant que puisque personne ne m'attend sur quoi que ce soit,
de parler de mes propres obsessions en tant que qui m'habitent en tant qu'être humain et en tant qu'artiste, si je puis dire. Donc ces obsessions-là, ce sont voilà celles du déterminisme social, celles et surtout des trajectoires transfuges, quoi, des transfuges de classe, des transfuges de genre, transfuges géographiques aussi, donc qui n'hésitent pas à faire éclater les frontières, qu'elles soient régionales, nationales, internationales, etc. Et puis tout simplement, voilà, ce roman est né d'une idée, donc avec tout ce background, si on peut me permettre cet anglicisme, toute cette toile de fond, voilà, avec toute cette toile de fond qui fait un peu autour de laquelle je me suis construit moi-même en tant que transfuge de classe, transfuge de genre, etc. Donc c'est un roman et un personnage principal qui me ressemble beaucoup. Mais le roman, il vient d'une idée. Donc pour la petite histoire, j'ai eu cette idée quand je travaillais chez Leroy Merlin. J'étais en train de ranger mes ampoules, je travaillais au rayon ampoules. Et puis la lumière fut, hein, si je puis dire. J'ai eu cette idée-là, l'idée de raconter ce rendez-vous manqué entre un père et un fils, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire un rendez-vous manqué et irrattrapable. Il y a deux thèmes forts dans votre roman, David, la découverte de l'homosexualité d'une part, et puis le suicide de ce jeune homme. Oui, c'est deux thèmes qui sont très forts et je trouve qu'ils vont très bien ensemble, mais pour ce qui est du thème de cette homosexualité un petit peu découverte comme ça de façon brusque, je pense pas forcément que Pascal, enfin c'est plus que Pascal s'en est pas vraiment rendu compte, parce que quand on y pense, tous les autres personnages sont très au courant de ce qui se passe dans la vie de Louis, des personnes qu'il a, enfin bon, tout le monde est au courant qu'en fait il aime beaucoup les hommes, et puis même il présente quelques manières, il est un peu efféminé, etc. Ce qui ne veut rien dire évidemment. Et d'ailleurs pour Pascal ça n'a jamais rien voulu dire, mais en tout cas pour lui c'est une surprise. Ce qui marque en effet le fait qu'il n'a peut-être pas voulu faire des efforts pour connaître son fils plus en profondeur, parce que finalement tout était là, et des inconnus, des amis, des gens moins proches que lui ont su recoller les infos et faire de ça, et construire une identité à Louis comme ça. Et ensuite, quant au suicide, c'est tout simplement plus que de suicide. Le roman parle essentiellement de solitude, d'une solitude assez existentielle en fait, une solitude et une peur du rejet, une espèce de phobie abandonnique comme ça qui est d'un refus d'appeler à l'aide en fait, d'une volonté d'être tellement Louis est tellement persuadé que personne va l'aider ou qu'il va décevoir tout le monde et que ça va compromettre toutes ses chances et tout ce qu'il a réussi à construire jusque-là pour justement s'émanciper de ce milieu social et ce milieu genré, etc. Et il a tellement l'impression qu'il va pas pouvoir parler à personne qu'il décide de tout régler tout seul, et il prend la pire des décisions, c'est-à-dire celle qui mène à sa fin tragique. Mais pour moi, en tout cas, après dans le roman, les deux sont pas la question de l'homosexualité et du suicide n'est pas intrinsèquement liée. C'est-à-dire que Louis se suicide pas parce qu'il est homo. Au contraire, il se suicide parce qu'il a du mal à accepter, qu'il a du mal à se sentir désiré et désirable. Il a du mal et puis qu'il a surtout beaucoup de mal à gérer ce qui lui arrive par la suite, c'est-à-dire un énorme problème de santé, des choses qui en fait vont, lui qui a toujours voulu faire fi des déterminismes, qui vont justement, en tout cas il a l'impression, déterminer toute son existence. C'est surtout de ça que parle le roman. Comment survivre à la mort d'un enfant qui a choisi de perdre sa propre vie? C'est l'une des phrases de votre roman. Présentez-nous Pascal et son fils Louis. Moi, je dirais que Pascal et Louis, ce sont respectivement deux bons fruits de leur époque respective, de leurs époques respectives. C'est-à-dire que Pascal, c'est un homme qui a longtemps été très engagé politiquement. C'est un homme qui a trouvé son salut et qui a trouvé un petit peu sa façon d'exprimer sa masculinité et sa place au monde à travers un engagement politique radicalement à gauche, à travers le syndicalisme notamment. Et c'est un homme qui a une 50aine d'années, qui est célibataire, qui n'a plus trop confiance en lui non plus quelque part,
qui vit chichement, qui vit simplement, mais qui en même temps est un peu résigné. C'est un personnage qui ne croit plus trop en la bataille finalement. Il croit plus trop aux efforts. Il est un peu résigné à faire son petit bout de chemin tout seul, ou en tout cas avec Louis. Et il a justement très peur il a conscience avec Louis du milieu social dans lequel il s'inscrit, puisqu'il ne peut pas, par exemple, il a conscience qu'il va pas pouvoir aider Louis à s'émanciper en faisant des études notamment. Et Louis, au contraire, c'est un pur millénial, si on pourrait dire ça comme ça, un pur millénial, c'est-à-dire je pense qui se caractérise aussi par une certaine liberté. Vous écrivez « La tempête s'éloigne et les vents sont calmés. La forêt qui frémit pleure sur la bruyère. » C'est ce que Pascal avait appris à Louis. Après de fortes pluies, une brume épaisse s'échappe des collines pour rejoindre l'azur. On appelle ça « la forêt qui pleure ». Ce phénomène fascinait Louis qui interpellait son père en voiture n'importe où pour lui dire « Papa, regarde, il y a la forêt qui pleure ». Sur ça, Louis n'avait pas grandi. Aujourd'hui, c'est comme si la forêt pleurait sa mort, elle aussi. Cette peinture des Ardennes offre au roman en toile de fond une douce mélancolie. Êtes-vous d'accord ? Je suis entièrement d'accord, mais ça s'explique très facilement. C'est que moi, je suis moi-même un très grand mélancolique. Et moi, je suis pas quelqu'un de... C'est vrai que ce roman, il me ressemble beaucoup. C'est pas du tout mon histoire, évidemment. C'est pas du tout de l'autofiction que je fais là. Mais c'est un roman qui me ressemble beaucoup, justement, parce que moi, je suis vraiment... j'ai vraiment pas de violence, quoi. Je suis un peu dénué de violence. Et d'ailleurs, je fais des recherches en cinéma. Et dans ces recherches, je parle justement de la question de la violence qui est cruciale dans notre compréhension de la masculinité. Et j'avais envie justement d'écrire aussi un roman. Après ça, c'est une envie que j'avais pas forcément théorisée en ayant l'idée directement, mais en vrai, c'est un roman qui me correspond vraiment bien, puisque justement, j'ai voulu écrire cette histoire de deux hommes et notamment de Pascal, qui correspond un petit peu, outre ça, à un idéal un peu viril, mais de deux hommes qui sont pas du tout violents en fait, deux hommes qui sont pas du tout menaçants, qui sont pas du tout, qui sont un peu qui existent mais qui sont tout à fait en dehors de ce qu'on pourrait attendre d'eux. Même Pascal ne frappe jamais personne, par exemple. Bon, il le précise, hein, je le précise même à un moment que Pascal ne frappe absolument personne, sauf vraiment à moins d'être vraiment attaqué et de se défendre. Mais j'avais aussi envie de dépeindre, enfin en tout cas de faire le portrait de deux hommes qui sont vraiment mélancoliques, quoi. Je pense qu'on est beaucoup en plus à être un peu voilà, un peu plus sensible que violent. Ce sont les choses qu'on tait qui parlent le mieux de nous. C'est l'une des phrases de votre roman, David Fortemps, qui est un vrai roman coup de poing qui va incontestablement marquer cette rentrée littéraire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter cet ouvrage. Louis veut partir, c'est donc le premier roman de David Fortemps, publié en septembre chez Robert Laffont. Dans la collection Pavillon, les éditions Robert Laffont nous proposent pour cette rentrée littéraire de septembre 2020 un formidable roman historique que l'on doit à Kieran Millwood Hargrave. Elle est anglaise, elle a déjà publié plusieurs romans, mais aussi de la poésie. Et cette fois-ci, Kieran Millwood Hargrave nous emmène en Norvège. Nous sommes en 1617. Le roman démarre au nord-est de la Norvège, près du cercle polaire. Nous sommes sur la presqu'île de Vardø. Et Maren, la jeune héroïne, a 20 ans. Elle vient de perdre son père et son fiancé lors d'une tempête. Ils sont pêcheurs tous deux. Il y a d'ailleurs une quarantaine de pêcheurs qui sont morts au cours de cette tempête. Et les femmes de Vardø vont devoir reprendre elles-mêmes la mer pour survivre. Parallèlement, à quelques centaines de kilomètres de là, au sud de la Norvège cette fois-ci, à Bergen, c'est la jeune Ursa qui se voit contrainte d'épouser Absalom Cornet, qui lui-même va être envoyé à Vardø pour faire une chasse aux sorcières, puisque nous sommes en plein conflit interreligieux. Voici le point de départ des Graciés, le nouveau titre de Kieran Millwood Hargrave, que nous retrouvons à Oxford, puisque c'est là-bas que vous êtes installé. Bonjour Kieran Millwood Hargrave. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. C'est une
grande saga historique qui relate des faits authentiques que vous nous racontez dans ce roman, des faits liés à la chasse aux sorcières, donc au XVIIe siècle en Norvège. Comment avez-vous eu connaissance de cette histoire et pourquoi avoir eu envie de vous en emparer? So actually the first I came to hear of it was through a piece of art by Louise Bourgeois, who is one of my absolute favourite artists. And I saw on the BBC webpage that her final major installation was this incredible metal chair that's sort of encased in this sort of cage of smoked glass. And there's a flame coming out of the centre of it. And I clicked thinking, oh, I must be able to go and see this. It must be in Paris or London. But actually it turned out to be on a tiny Arctic Circle island called Vargja off the northeastern coast of Norway. So I started to research about why it was there, and it's part of a memorial to 91 men and women who were killed in witch trials as part of Scandinavia's largest witch hunts, and the research and the intrigue unspooled from there. The facts were there sort of bookending the novel. So the novel opens with a storm that kills 40 of the island's fishermen and essentially leaves behind this matriarchal society, this society of women. And that storm actually happened on Christmas Eve in 1617. And then we know for a fact that in 1621, 4 years later, these witch trials start. But in between, there's this complete gap, this complete silence about how these women actually survived. You know, they lived in a time where women weren't self-sufficient, they weren't encouraged to be independent. So it was really interesting imagining how these women who had been brought up to rely on their male counterparts actually found the strength to survive. And for that reason, it ends up being quite a hopeful novel. Il y a deux personnages féminins absolument incroyables dans votre roman. Présentez-nous Maren et Ursa. So originally the story was only told through Maren. You experienced the storm through her eyes, through her body, and I carried on telling the story like that because obviously the main action does take place on this tiny island, and that claustrophobia is quite important to the mood and the tension of the novel. But I got about a third of the way through drafting and it all just started to feel very heavy, quite bleak, quite similar in feel, and I knew that I needed to introduce another point of view, a counterpoint to Maren, and that's where Ursa comes in. So while Maren has always lived on Vargja, she is sort of hardened to life there. Ursa is a completely different person. She is a ship owner's daughter from Bergen, and her father has fallen on hard times and essentially marries her off to this man he meets at a port who is travelling north to Vargja to try and bring these community of women back to heel. So she is quite soft by comparison to Maren. She seems quite, I suppose you could even say weak by comparison. She's lived a very sheltered, protected life. But what I love about these two characters and putting them together in the novel is that they really bring out the opposite in each other. So you see Maren start to soften through their friendship, and you see Ursa start to find her inner strength. And their friendship and their character development is really what drives the novel forward. Il y a évidemment d'autres personnages qui sont importants et font avancer le récit. Nous pouvons évoquer Kirsten. So Kirsten is the woman who emerges as the sort of de facto leader of Vargja after the menfolk are killed. Her husband is likewise killed, and she immediately takes charge. She organises fishing boats for the women to go out so that they can actually feed themselves. She butchers the reindeer who travel north in winter, and she means they can survive. Without Kirsten, they wouldn't be able to survive. And for this reason, quite a lot of readers have said, you know, isn't she a bit contemporary? Are you putting your expectation of what a woman should be onto these historical figures? And my answer to that is that she is actually given permission to be so independent by her husband when he was alive. So Kirsten and her husband couldn't have children. And so they actually form this partnership over and above a usual husband and wife relationship, and they give each other purpose in different ways. And so her husband actually enables her to become this independent woman who knows how to fish, knows how to butcher, and ultimately can lead the women through the hard times after the storm. Le décor et les ambiances sont très importants dans votre roman. Comment les avez-vous imaginés et pourquoi donner au décor et aux ambiances une telle importance? For me, setting is everything. It's where my story blooms from, and I do have quite strong ideas about how the places we're from form us as people.
I'm very much aware of the small island mentality that's unfortunately coming through in British politics at the moment. And I find it very interesting to sort of look at how especially islands can form their inhabitants. So setting was always going to be it's almost a character in this novel. It takes on its own personality. And especially in Vardø, it's in the Arctic Circle. So it's really extreme weather situation up there. Kiran, vous racontez dans ce livre un événement historique, mais vous écrivez surtout un roman plein de fougue et de drame. Comment avez-vous construit la trame du roman? Quels étaient peut-être les pièges à éviter pour écrire une histoire fictive inspirée d'un fait authentique? So I was lucky with the structure because it was already there, for me in the material that I'd first encountered the story through. So I knew it was going to start with this storm because my books always tend to start with these very strong images. I really want them to feel almost cinematic in their scope and their narrative drive. So I had that storm and this character watching this terrible event unfold. And then 4 years later, you have these witch trials that begin on this tiny island. So I knew that was where my novel was going to end because I felt like I'd already read a witch trial novel. I felt like that story has been told and told very well and told many times. So I was more interested in telling what happens in between. How do we get from this small community of traumatized women into them being persecuted as witches? That was where the interest was for me, was in that interim 4 years. So that was my structure. And then in terms of historical fiction, I always say that I'm a reader who writes. So reading is the most important thing to me, and it's where I learn most of my lessons for writing. So I particularly turned to books like Alias Grace by Margaret Atwood and by the works of Rose Tremaine, and really looked at how they create a sense of place and time and really weave through these little details, but that the research, it never gets in the way of the story. And so the way that I approach writing historical fiction is that I will be character-led, setting-led, plot-led, and then I will weave in my research about what they eat, what they wear, how do they keep warm, what do they build their houses from. These things are very important and you must use them well to be respectful, but above all, I want to tell a really great story. So those research details come later. Nous sommes certes au XVIIe siècle avec cette chasse aux sorcières, mais il y a peut-être des parallèles avec notre époque contemporaine? Always. I mean, history repeats, and I wrote this novel at a time when a certain world leader was using the frame witch hunts over and over, and it was just... There was a lot of anger that went into this book, but there's also a lot of comfort to be taken from the fact, I think, that we have come through hard times before and that there are lessons that we can learn from the past if only we could look for them and learn from them. It's easier said than done. But absolutely, I very much saw this book as an opportunity to fold the past very closely into where we are now, into our present, and to try and draw very strong parallels. And I think this is what historical fiction does so well, is it allows you to explore those parallels without feeling like you're delivering a message. You can show rather than tell. And that's what I always love about the best historical fiction, is how it makes me feel so close to the past and also shows me the present in a whole new light. Merci beaucoup Kiran Millwood-Hargrave de nous avoir reçus depuis chez vous, depuis Oxford. Votre titre sort en France en septembre prochain, Les Graciés, dans la collection Pavillon aux éditions Robert Laffont. Un formidable roman historique, une très belle fresque historique traduite par Sarah Tardy. On ne rappellera jamais assez l'importance des traducteurs. Ça s'appelle Les Graciés, c'est l'un des temps forts de la rentrée Robert Laffont. Parmi les temps forts de cette rentrée Robert Laffont, un événement littéraire, la publication d'un texte inédit que l'on doit à Joseph Roth. Rappelons que Joseph Roth est né en Autriche en 1894, c'est un contemporain de Stefan Zweig, et on doit à Joseph Roth notamment le roman La Marche de Radetzky en 1932.
Bonjour Pierre Deus, vous êtes traducteur, vous avez vous-même traduit ce texte inédit de Joseph Roth, vous connaissez bien l'auteur, vous connaissez bien son œuvre. Avant d'entrer dans le roman à proprement parler, pourriez-vous évoquer pour nous la figure de Joseph Roth? Et j'ai même une deuxième question si vous le voulez bien. En quoi le trouvez-vous toujours moderne aujourd'hui? Comment le distingueriez-vous de Stefan Zweig, son contemporain et ami? S'il y a une modernité, c'est celle de son écriture. Qui n'a pas du tout vieilli, et vous parliez de Stefan Zweig, et peut-être qu'à la différence de Stefan Zweig, bien que Stefan Zweig ait beaucoup plus de succès en France, peut-être même plus en France qu'en Allemagne ou en Autriche, l'écriture de Stefan Zweig est assez alambiquée, assez compliquée, alors que l'écriture de Joseph Roth est simple, claire. Et il y a beaucoup d'écrivains, je suis pas le seul traducteur à dire ça, mais il y a beaucoup d'écrivains qui place le prosateur Joseph Roth très haut si on peut faire une hiérarchie des écrivains de langue allemande. Quant à là où j'étais hésitant sur la modernité, c'est par rapport à ces thèmes. L'un de ces axes, c'est l'exil. Il est né dans l'Empire austro-hongrois, mais ce n'est pas un Viennois, par exemple, comme Stefan Zweig, comme Schnitzler. C'est un homme des marges. Il est né en Galicie, qui est la partie ouest de l'actuelle Ukraine, et il a toujours été attiré par ces marges et tiraillé dans cet empire qui était multinational entre le centre et l'absence, je dirais, pour reprendre le poème de Michaud. Parlez-nous de la découverte de ce texte inédit, fragment d'un roman. C'est un roman qui a été découvert en 1979, c'est-à-dire 40 ans après la mort de Joseph Roth, qui est décédé à Paris en 1939. On a retrouvé ça dans ses écrits posthumes, ses archives. Et voilà. Donc ça a été au moment où il a été édité, ça a fait beaucoup de bruit en Allemagne. Il y a eu de grands articles dans la presse, parce que c'est quand même assez rare pour un grand écrivain comme Joseph Roth de découvrir un texte longtemps après sa mort qui n'a jamais été édité. C'est le plaisir de la découverte, comme un archéologue qui découvre des vestiges, ou qui découvre une pièce de puzzle d'un monde qu'il croyait perdu. Donc ce texte a été édité tout de suite en 1979, et puis il a fallu attendre longtemps pour qu'il soit traduit, mais il est traduit en anglais déjà, il est traduit en espagnol, et puis les éditions Robert Laffont permettent de combler cette lacune. C'est un texte qui fait environ 140 pages. Selon vous, qu'apporte Perlefter, Histoire d'un bourgeois, dans l'œuvre de Joseph Roth? Ça complète en fait son travail d'écriture dans la mesure où il est dans la veine du portrait. C'est un texte qui date de 1929. Ça s'appelle Perlefter, c'est juste. Ça s'appelle, le sous-titre, c'est Histoire d'un bourgeois. Et en 1930, il a publié un de ses plus grands livres dont le titre est calqué à peu près la même chose, la même façon, fait de la même façon, s'appelle Job, donc le nom propre Job. C'est Portrait d'un homme simple. Donc vous avez Portrait d'un bourgeois, Portrait d'un homme simple. Nous sommes dans les années 1929-1930, et c'est justement le portrait de quelqu'un qui vit à Vienne et qui est le prototype du conformiste. Si je résume, Pierre Deus, Perlefter, c'est un Tartuffe qui retourne sa veste pour tirer le plus de profit possible à chaque situation. Comment avez-vous perçu ce personnage? L'avez-vous détesté? Vous a-t-il amusé? Non, il n'est pas possible de détester les personnages de Joseph Roth, parce que ils sont toujours ambivalents. C'est pas la crapule, pas du tout. Il a des bons côtés. C'est un fief et hypocrite, oui. Mais c'est des faiblesses humaines, et Roth n'en fait pas une caricature, et c'est ça qui est intéressant. Alors c'est drôle, oui, c'est pas un livre hilarant, hein, c'est drôle, il y a beaucoup d'humour dans ce portrait, et une charge contre une forme de capitalisme, une charge contre le conformisme. On est à cheval entre avant 1914 et après 1918. Rien n'est dit sur la guerre, donc on se concentre toujours sur le personnage. Juste, la guerre est évoquée de cette façon, c'est que Perlefter
aimait beaucoup la monarchie parce qu'il se sentait protégé. Et après la guerre, il a beaucoup aimé la République parce que ça le protégeait de la Révolution. Donc c'est quelqu'un qui s'adapte, qui sait tirer son épingle du jeu chaque fois. En tant que traducteur, comment qualifieriez-vous l'écriture de Joseph Roth et avez-vous rencontré des obstacles en faisant ce travail de traduction ? C'est une écriture précise, simple, qui est faite de phrases parfois courtes, parfois longues. C'est cette alternance qui donne le rythme et aussi la couleur à l'écriture de Joseph Roth. Il n'y a pas de difficulté particulière. C'est pas plus difficile de traduire Joseph Roth que Stefan Zweig ou qu'un autre. Toutes les traductions sont difficiles. D'une certaine façon, elles ont chacune leurs difficultés, même celles qui paraissent simples. Il n'y a pas beaucoup de termes anciens qui demandent des recherches dans un dictionnaire spécialisé, pas du tout. C'est dans ce cas-là, dans ce sens-là, c'est une écriture qui est restée moderne. Il y a souvent une forme de puzzle, c'est-à-dire que il compose un portrait avec des éléments, ça peut être des éléments du paysage, des éléments du corps, il les compose comme un patchwork, et finalement, au bout d'un moment, ça fait un portrait très, très vivant. Une dernière question, Pierre Deus, qu'auriez-vous envie de dire aux libraires pour découvrir ce texte et peut-être plus largement l'œuvre de Joseph Roth ? C'est ce qu'on appelle en langage marketing, c'est un scoop, hein. Là, il y a pas de, si, il y a d'autres mots, c'est une aubaine, comme je vous disais, c'est le plaisir de la découverte, et ça arrive tellement rarement que et c'est tellement, ce n'est pas décevant du tout. Donc, dans le volume, il va y avoir ce Père Lefton, et puis il va y avoir 8 nouvelles inédites aussi. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement rare. C'est des nouvelles qui font entre 5 et 15 pages. Qui sont parfois des portraits, parfois des choses étonnantes. Il y avait des nouvelles comme une nouvelle qui se passe aux États-Unis sur 3 détectives américains qui donnent une nouvelle vision de Joseph Roth. Je connaissais pas Joseph Roth de cette façon. Il y a une nouvelle qui rappelle un peu Borchardt, qui est un écrivain de l'après Seconde Guerre mondiale, où c'est le retour d'un soldat. Et un soldat qui est abîmé par la guerre. Donc, Joseph Roth ne parle pas de la guerre, il parle du traumatisme de la guerre, mais sans en rajouter, sans pathos. Ça tout se passe à peu près dans une salle d'attente d'un hôpital. Et il y a beaucoup de force dans cette écriture. Merci beaucoup Pierre Deus. Je rappelle que vous êtes le traducteur de ce texte inédit de Joseph Roth, Père Lefter, Histoire d'un bourgeois, qui sera donc l'un des temps forts de cette rentrée littéraire Robert Laffont. Le livre sera disponible dès la fin du mois d'août en librairie. Les éditions Nil publient en septembre pour la rentrée littéraire le Bowling du Point du Jour, l'occasion pour nous de traverser l'Atlantique pour rejoindre le Texas où nous attend Elizabeth McCracken. Elizabeth McCracken a enseigné l'écriture créative, elle a aussi été bibliothécaire, elle est aujourd'hui professeure à l'université d'Austin au Texas. C'est là qu'elle nous attend. Elle a vécu au préalable pendant de nombreuses années dans le Massachusetts où elle a placé l'intrigue de plusieurs de ses romans dont son premier titre paru en 1996 et traduit en France sous le titre « Un amour improbable ». Bonjour Elizabeth McCracken. Bonjour, hello. Vous êtes avec nous pour nous présenter ce nouveau roman, Le Bowling du Point du Jour, qui a été un gros succès aux États-Unis. Je me permets de résumer brièvement. Avec ce livre, nous sommes en 1900, quand on découvre une femme inanimée dans le cimetière d'une petite ville du Massachusetts, la ville de Salford. À l'hôpital, elle prétend ne rien savoir de son passé. Elle va d'ailleurs rester une énigme pour tout le monde. Elle va pourtant très vite devenir une figure locale en ouvrant une salle de bowling dans laquelle les femmes seront admises. Et puis surtout, elle va épouser le docteur Sprague, aux grandes dames de la bonne société locale, puisque le docteur est noir. À travers ce livre, c'est l'histoire d'une famille sur un siècle, autour d'un bowling que vous nous racontez. Comment est-il né ce roman? So Bolaway was born because I live now in Texas, which is thousands of miles from where I grew up in Massachusetts. And I was really missing home. I like Texas a great deal,
but I missed sort of the crabbiness of New England, specifically Massachusetts, the crowdedness of it. And I decided that I would try to write a book that had everything that I missed and loved about New England in it. And the thing that came to me first was actually the Candlepin bowling, that I wanted to write about this particular sport that now exists almost entirely in New England, a little bit also in the Maritimes in Canada. And I thought that if I could weave a book about that, I could feel as though I were in New England. Il y a une femme qui est au cœur de cette histoire, c'est Bertha. Il y a d'autres personnages importants, évidemment, au fil des pages. Louetta, Joe, Leviticus Sprague, par exemple. Comment les avez-vous conçus, ces personnages? Vous ont-ils surpris et au final, sont-ils comme vous les aviez imaginés? So once I had decided that I wanted to write about Candlepin bowling, I had to figure out who the characters in the book were going to be. Ordinarily, when I start a novel, I know everything about the characters, and then I have to figure out what happens, where it happens. And in this case, I didn't know. So I did something I'd never done before, which is I decided to come up with the names first. And I came up with the names by going through my grandfather McCracken's genealogies. He was a genealogist, and he researched our family, but he was also a professional genealogist, and he researched many people's family trees, and he was the editor of a magazine called The American Genealogist. And he did these very complete genealogies for my family, and the names in them were just spectacular. So one day, very early on in the process of even thinking about the book, I wrote down a bunch of names that I thought were wonderful. And really, people's characters in the book were dependent on what their names suggested to me. So Bertha Truitt is the main character, and she's a woman who is found in a cemetery in an imaginary town called Salford, Massachusetts. That is, in the book, it's a real town, but I had discovered when I was writing that I did better when it was a town that didn't actually exist in real life. And she's an enigma. She's stubborn. She's stout. And she is hyper confident, and she decides to start a bowling alley. Parlez-nous de la petite ville de Salford, où se passe le début du roman, du décor dans lequel évoluent les personnages. La première scène, par exemple, dans ce cimetière givré, nous montre que les lieux auront de l'importance dans le roman. Puis après, il y a la maison de Bertha, les descriptions du bowling, l'accident de Boston. Les personnages évoluent comme dans un décor de théâtre. C'est ainsi que vous voyez la vie? I love the idea of the characters being in a theater set, and it's not ordinarily how I see either life or even fiction, but it's very much how I thought of this book. There's a description of a sort of seeing a cutaway version of the bowling alley in an old-fashioned stereoscopic machine early on. And I did sort of think of all of the settings, but particularly the bowling alley itself, as a set that I should move the characters around. But I was really interested in setting. I was interested in how different regions of the United States feel so vastly different. And I'm always interested in architecture and how it has an effect on characters. And I think early in my writing life, I didn't think enough about it. And now I think, why not make the buildings and the spaces and settings as interesting as possible in any book. C'est une grande fresque familiale sur près d'un siècle que vous nous proposez, mais est-ce aussi une étude de l'évolution sociologique du nord-est de l'Amérique que vous nous proposez, avec notamment la place des Noirs, l'homosexualité? So when I was starting this book, I knew that I wanted it to be about the life of a family, and both the members of a family who are related by blood and those who are not. So I knew that if I did that, and if I were to write it honestly, I'd also have to write about social issues to some extent, because the world is always
pressing down upon the family. The political is always, the social is always affects the individual. And I didn't want to make a novel that was such a bubble that history itself couldn't touch it. Le roman alterne des passages très durs et puis d'autres plus tendres, des moments d'humour même ou de mélancolie. Dans quel état d'esprit étiez-vous à l'écriture de ce livre? I imagine I was in every single state of mind, sometimes simultaneously, while I was writing this book. And to me, it's essential that when things are sad in life or in fiction, that humor, dark humor, consoling humor is always nearby. That's been true in my own life, that when the very worst things are happening, there are always jokes. Life is making those jokes. Finalement, y a-t-il des points communs entre notre héroïne, Bertha, et vous-même, Elisabeth? It's an interesting question. And I think if I thought about it too much, I would get so self-conscious I would stop speaking. Merci beaucoup Elisabeth McCracken d'avoir été avec nous depuis Austin, au Texas. Votre livre a été traduit en France par Hélène Cohen. Le bullying du point du jour, c'est un vrai grand plaisir de lecture. Le livre est publié aux éditions Nil et sortira en septembre prochain. Les éditions Julliard seront également au cœur de cette rentrée littéraire 2020. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de la nouvelle directrice des éditions Julliard, Vanessa Springora. Bonjour Vanessa, merci d'être avec nous. Vous faisiez déjà partie de la maison Julliard, de cette belle maison Julliard. Vous en êtes aujourd'hui la directrice. Que représente pour vous ce titre? Ça signifie quoi? Écoutez, je suis extrêmement émue, je suis très fière. Depuis le mois de janvier, j'ai commencé en fait à apporter des textes en mon nom dans la maison, donc c'est pas tout à fait une nouveauté, mais ce sera effectivement ma première rentrée littéraire en tant que directrice des éditions Julliard. Et je suis très émue parce que c'est une maison auguste, très ancienne, qui a bientôt 80 ans et qui a eu des directeurs absolument merveilleux, qui ont apporté des auteurs et fabriqué un fonds magnifique chez Julliard. Et j'espère être à la hauteur de ce beau défi. En tant que romancière et qu'éditrice, en quoi la maison Julliard vous parle-t-elle? Alors, les éditions Julliard, c'est une maison qui traditionnellement a fait connaître et lancé des jeunes romanciers très célèbres. C'est la maison qui a publié le premier roman de François Sagan, Bonjour Tristesse, mais aussi le premier roman de Georges Perec, Les Choses. Et c'est une maison qui, depuis 20 ans, a continué à faire ce travail de défrichage, de découverte de nouvelles voies. Et je continue à m'y employer dans la tradition des précédents directeurs de cette maison. En devenant directrice des éditions Julliard, vous mettez vos pas dans une histoire déjà longue, mais vous souhaitez aussi laisser votre empreinte. Au-delà du choix des auteurs, cela passe aussi, me semble-t-il, par une nouvelle communication? Oui, alors absolument. J'ai décidé de modifier pour rajeunir et redynamiser la charte Julliard graphique. Il y avait une très belle charte dans les années 60 que tout le monde connaît, qui était une couverture typo qui a été faite par Marcel Jacquenot, qui est la couverture historique que tout le monde connaît avec les flèches vertes. Et puis cette charte, elle a évolué au fur et à mesure des années. Les 20 dernières années, c'était une couverture illustrée avec une jaquette. Et d'une part, moi, j'avais envie de supprimer ces jaquettes parce qu'elles étaient en plastique et ça me paraissait plus très vertueux à l'époque. À une époque, aujourd'hui, on essaye de faire un petit peu plus attention à l'environnement. Donc, j'ai voulu d'une part supprimer ces jaquettes et puis revenir peut-être à une tradition plus littéraire de couve typo, tout en conservant l'image qui me paraît importante aussi. Donc, nous sommes arrivés à une espèce de compromis avec, d'une part, cette fenêtre panoramique qui est une entrée sur l'univers de l'auteur et une invitation pour le lecteur à rentrer dans son propre imaginaire. Et puis ce titrage très lisible avec une mise en valeur du nom de l'auteur, de
du titre du livre, qui paraît très importante parce que c'est évidemment la lisibilité en librairie est fondamentale. Et puis j'ai conservé tous les éléments d'origine, le logo Julliard, la flèche Julliard, le code couleur vert-blanc qui est aussi celui de la création des éditions Julliard, pour que la marque reste toutefois identifiable. Et j'espère qu'on est arrivé à un résultat qui, je crois, de mon point de vue, est tout à fait élégant et intemporel et en même temps très contemporain, qui plaît beaucoup aux auteurs Julliard. Et j'espère qu'il plaira également aux libraires et aux lecteurs. Parmi les titres qui vont compter en cette rentrée 2020, Vanessa, Le sel de tous les oublis, c'est le nouveau roman de Yasmina Khadra avec cette très belle couverture représentant Don Quichotte. Alors j'ai beaucoup aimé ce texte de Yasmina Khadra que je connais bien parce que ça fait des années que je travaille avec lui, parce que je trouve que c'est un texte un peu unique dans la totalité de son œuvre. C'est un texte qui est très intime, très introspectif, un texte qui vraiment, je crois, va surprendre ses lecteurs. C'est à la fois un vrai roman et en même temps on y trouve des aspects peut-être très nouveaux chez lui, comme cette exploration d'une forme un peu orientale, avec des récits enchâssés, comme un conte ou une fable. C'est ce personnage qui rencontre diverses personnes sur sa route et qui à chaque fois lui délivre une petite histoire, une anecdote, une fable, une morale, et qui passe comme ça de personnage en personnage. Et on peut aussi retrouver chez ce personnage principal la figure de Don Quichotte, une sorte d'anti-héros très malheureux qui pense qu'il y a des ennemis qui le pourchassent alors qu'en réalité il est son propre ennemi. Et c'est aussi un livre sur l'Algérie, je trouve, qui dit beaucoup de choses sur la société, les aspirations de l'Algérie des années 60 et ses désillusions. Et puis nous évoquons aussi un premier roman, celui de Mélisse Adhémar. C'est l'un de vos choix pour cette rentrée 2020. Alors Mélisse Adhémar, c'est un manuscrit que j'ai tout de suite trouvé vraiment très intéressant dès la première lecture. C'est une jeune auteure donc qui doit avoir 36 ans aujourd'hui et qui a écrit ce premier roman très étonnant qui s'appelle donc Béni soit Sixtine, et qui est vraiment très intéressant parce qu'il mêle beaucoup de thèmes contemporains, mais surtout ce que j'ai trouvé particulièrement original, c'est son rapport à la foi, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme très pieuse qui va être prise au piège d'une famille de fondamentalistes chrétiens et chercher à s'échapper, à retrouver sa liberté tout au long de ce livre, qui est écrit comme un thriller, qui ne se lâche pas, avec un suspense vraiment irrésistible. Et je trouve que c'est un livre d'une sincérité dans l'écriture, d'une profondeur aussi, parce que c'est une jeune femme qui est elle-même très croyante et qui n'a pas abandonné la foi, malgré cette expérience qu'on sent très douloureuse et qui a probablement inspiré une partie de ce roman. Et donc je trouve que c'est très intéressant aussi parce que ça renvoie à des thématiques plus présentes, comme on en a traversé après ce confinement, de gens qui par obscurantisme refusaient les préceptes scientifiques aujourd'hui et préféraient se tourner vers Dieu plutôt que vers leur médecin. Et c'est un peu ce qui arrive au personnage principal de Béni soit Sixtine, puisqu'il s'agit en grande partie dans ce roman d'une grossesse qui va se dérouler dans des conditions très difficiles à cause des points de vue très rétrogrades de la famille dans laquelle vit Sixtine. Merci beaucoup Vanessa Springora de nous avoir consacré quelques instants, et en ce qui nous concerne, nous allons justement tout de suite aller à la rencontre de Mélisse Adhémar et de Yasmina Khadra qui vont nous faire partager leur actualité. En cette rentrée littéraire 2020, un premier roman aux éditions Julliard que l'on doit à Mélisse Adhémar, Béni soit Sixtine. Mélisse Adhémar est originaire du Tarn, elle a suivi des études d'histoire, elle a été professeure de français en Chine, elle est aujourd'hui journaliste indépendante, elle est installée à Toulouse. Bonjour Mélisse Adhémar. Merci de nous recevoir à Toulouse où vous êtes installée. Vous publiez donc votre premier roman. Avant d'en parler, j'aimerais que nous évoquions cette image que vous nous avez envoyée, cet établissement religieux perdu au milieu de la campagne. Pourquoi ce choix ? Alors c'est le monastère, c'est l'abbaye Sainte-Scolastique à Dournes dans le Tarn. C'est une abbaye bénédictine en fait où je suis partie en juin il y a 2 ans
pour commencer l'écriture du roman. J'avais envie de m'isoler et également dans ce lieu qui est un lieu merveilleux et magnifique et très, très calme et vraiment hors du monde. Et j'avais aussi envie de me plonger en fait dans un lieu où mon personnage Sixtine allait commencer en fait son chemin de libération. Donc c'était une façon de m'immerger aussi dans ce lieu qui allait être vraiment un lieu important de sa trajectoire. Je me permets de résumer le début de votre roman Mélissa démarre. Nous sommes en 2012, Sixtine vit à Nantes, dans la bourgeoisie locale ultra-catholique. Elle épouse Pierre-Louis Su de la Garde, lui-même est issu d'un milieu très réactionnaire. Le couple s'installe, ils vont avoir un enfant, mais le jeune homme, Pierre-Louis, meurt lors d'une altercation. Et enceinte, Sixtine va devoir fuir sa belle famille qui veut complètement l'embrigader dans une sorte de secte ultra-catholique. Elle va se découvrir et peut-être aussi découvrir ses racines. Tel est le point de départ de ce qui est votre premier roman. Il fallait oser aborder ce sujet. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire ? Alors déjà parce que moi c'est une histoire très personnelle, c'est-à-dire que moi j'ai grandi dans un milieu très proche de celui dans lequel évoluent Sixtine et Pierre-Louis, dans une famille qui était très catholique et qui fréquentait des communautés comme ça, catholiques très traditionnalistes, considérées même comme intégristes par les catholiques eux-mêmes et par le Vatican. Et donc moi c'est toujours ce sont des thèmes sur lesquels j'avais envie de revenir, j'avais envie d'écrire dessus. Et puis en fait ça s'est fait de façon assez naturelle après avoir repris contact avec une ancienne amie qui fréquentait les mêmes camps que moi je fréquentais, ces camps très traditionnalistes étant enfant. Et donc elle avait suivi le schéma très classique, elle avait 6 enfants à 30 ans, sa vie était entièrement consacrée à ses enfants, à son mari et à sa communauté, donc à Dieu. Et en fait j'ai eu envie d'imaginer ce qu'il aurait pu se passer pour cette jeune fille, enfin pour une jeune fille qui a grandi dans ce milieu, si elle ouvrait ses yeux tardivement, donc passé 20 ans, et quel pourrait être ce parcours en fait vers une ouverture vers autre chose. On l'a compris, vous parlez d'un sujet qui vous touche de près. Avez-vous appréhendé l'écriture de ce roman ou finalement cela a-t-il été une libération ? Oui, c'était une respiration de pouvoir raconter ce milieu, de raconter ce parcours, même si il y a eu des moments un peu difficiles quand même, notamment de replonger dans des souvenirs, dans des textes. Du coup j'ai retrouvé pas mal de carnets, de prières, de textes, de chants, etc. dont les souvenirs étaient parfois un petit peu douloureux et difficiles, et en même temps c'était une libération de pouvoir en parler avec un petit peu de recul et de montrer surtout un parcours, le parcours d'une personne qui se libère finalement de l'emprise de tout ce milieu, et du coup d'avoir un regard un petit peu distancié sur tout ce monde-là, qui m'a marqué moi quand j'étais enfant et adolescente. Dans la première partie du roman, nous suivons ces 2 personnages principaux que sont Sixtine et Pierre-Louis. Vous pouvez nous les présenter ? Donc Sixtine, c'est une jeune fille qui a une vingtaine d'années. Elle a grandi dans une famille catholique, traditionnaliste, très très rigide, qui est marquée par donc c'est une famille nombreuse. Elle est la 6e fille, elle n'a pas de secret avec son prénom, et donc c'est une jeune fille très pieuse, assez soumise finalement à ses parents, à ce milieu-là. Elle fait des études d'histoire de l'art, et puis elle attend un mari parce que c'est sa vocation. Sa vocation sera d'être mère, d'avoir des enfants et de se marier. Et donc elle rencontre Pierre-Louis, qui lui est un jeune homme qui vient également d'une famille catholique traditionnaliste, qui est même encore plus fermée que celle de Sixtine, puisqu'elle est considérée, elle est liée en fait à un mouvement catholique qui est considéré comme étant intégriste par le Vatican, qui ne reconnaît pas le pape et considère le Concile Vatican II comme étant un drame absolu, et le pape Jean-Paul II comme l'antéchrist. Enfin voilà, c'est vraiment une famille très très fermée. Donc Pierre-Louis est royaliste, il est très ancré à droite.
et il mène des actions avec une phalange, une sorte de milice en fait catholique qui va mener des actions pour défendre des valeurs qui leur tiennent à cœur. Et donc là, ça se passe au moment du vote pour le mariage pour tous. Et donc Pierre-Louis se bat finalement contre ça avec ses armes à lui. Donc il y a des actions coup de poing, des chapelets. Enfin voilà, ce sont des choses qui peuvent paraître assez folles, assez éloignées de notre époque, et pourtant ce sont des milieux qui sont encore très vivants, qui existent et qui mènent véritablement ces actions-là. Quelque part, c'est un roman sur la maternité ou plus largement sur le lien qui unit une mère et sa fille. On évoque le personnage de Sixtine avec son enfant, il y a Muriel, sa propre mère, il y a Madeleine, sa belle-mère. Curieusement, les deux pères, Bruno et Guy, sont relativement absents. Pourquoi les hommes sont-ils si peu présents dans votre histoire à part Pierre-Louis ? Alors ils sont peu présents surtout au début, c'est-à-dire que oui, en effet, le père de Sixtine et son beau-père sont peu présents parce que finalement dans ces grandes familles catholiques, les histoires de famille, les histoires d'enfants, de maternité, toutes ces histoires familiales sont l'affaire des femmes. Les hommes, voilà, ce sont eux qui vont travailler, qui ramènent l'argent. Les femmes souvent restent à la maison, s'occupent des enfants. Donc c'est aussi lié à ce milieu. Et puis c'est aussi parce que moi j'avais envie de raconter ces relations complexes entre les mères et les filles qui ne sont pas propres à ce milieu-là, qui sont faites souvent de beaucoup de non-dits, voire de mensonges, de secrets. Et c'est ce qu'il y a dans l'histoire de Sixtine, c'est-à-dire que c'est aussi une histoire de générations qui se mentent ou qui se trahissent, puisqu'on voit en fait le roman en fait raconte aussi l'histoire donc de Muriel, sa mère, qui est une femme très rigide et qui semble être née dans ce milieu catholique traditionnaliste et qui pourtant ne vient pas du tout de là et qui cache en fait son origine à ses propres enfants, et qui elle-même en fait a trahi sa propre famille, bien qu'elle demande à ses enfants une fidélité parfaite. Donc voilà, j'avais aussi envie de raconter ces histoires familiales compliquées et voilà, pleines de non-dits. Votre roman peut-il aussi avoir pour but d'aider d'autres Sixtines ? Oui, alors moi ce que j'espère au fond de moi, c'est qu'un jour une fille comme Sixtine pourrait le lire et se dire est-ce que la vie que j'ai choisie avec mes 6 enfants, mon mari, ma cuisine, mon chapelet, mes messes, est-ce que c'est vraiment le choix mon propre choix? J'espère que du moins que certains lecteurs pourront s'interroger sur le fait de faire de véritables choix de vie qui ne correspondent pas seulement à ceux de son milieu ou ceux qu'on nous a imposés ou ceux de nos proches, mais à ses propres choix véritablement. Ce qui est important de souligner, Mélissa Desmar, c'est que Sixtine cherche à sortir de cet embrigadement religieux. Elle reste néanmoins très accrochée à sa foi, ce qui veut dire que votre roman n'a rien d'anti-religieux. Sixtine ne renie pas sa foi. Oui, c'est vrai que c'est rare finalement les personnes qui ont grandi dans des milieux aussi fermés, qui arrivent à s'en sortir sans tout envoyer balader, parce que souvent c'est ce qui se passe et c'est assez logique, c'est-à-dire qu'il y a un trop-plein et puis ces personnes explosent et s'éloignent de ces milieux qui souvent les rejettent de façon très brutale. Et donc là, j'avais vraiment envie de montrer qu'il y a aussi la possibilité vraiment de suivre son propre chemin, c'est-à-dire c'est pas tout ou rien. On peut aussi continuer, comme c'est le cas de Sixtine, donc elle continue en fait, elle a une relation avec Dieu qui au début est très marquée par la souffrance, par le sacrifice, parce que c'est quelque chose qui est très présent dans ces milieux-là, il faut souffrir pour Dieu, et puis petit à petit en fait elle s'éloigne de ça, mais sans forcément s'éloigner de Dieu, c'est-à-dire qu'elle garde la foi, mais qui est une foi plus douce, une relation plus tendre, et peut-être elle va moins se juger, moins se flageller, et donc elle va finalement c'est une façon de montrer qu'on peut choisir on peut aussi choisir sa façon de croire. Il n'y a pas un seul cadre, peu importe la religion,
qui doit être imposée à ceux qui veulent justement continuer à croire. Je me permets de conclure, Mélisse, avec une phrase extraite de votre roman « Chacun ne fait que marcher sur sa propre corde lisse ». Merci Mélisse Adhémar d'avoir été avec nous depuis Toulouse. Vous sortez donc votre premier roman en septembre prochain chez Julliard. Béni soit Sixtine. Yasmina Khadra est dans l'actualité de ce mois de septembre 2020 avec ce nouveau titre chez Julliard, Le sel de tous les oublis. Est-il encore besoin de présenter Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, Les hirondelles de Kaboul, L'attentat, qui a obtenu notamment le prix des libraires. Yasmina Khadra est l'auteur d'une trentaine de romans, traduits aujourd'hui en une cinquantaine de langues. Et depuis 1999, il est donc fidèle à la maison Julliard. Bonjour Yasmina Khadra. Merci de nous recevoir pour nous présenter ce nouveau titre, Le sel de tous les oublis. Avant de vous poser une première question, je me permets de résumer. Nous sommes dans l'Algérie des années 60, au tout début de l'indépendance. Nous faisons connaissance avec Adem Naïd Gassem. Il est instituteur dans une petite école et il est désespéré car sa femme vient de le quitter. Il décide de prendre son baluchon et de partir sur les routes avec son désespoir. Et il va croiser tout un tas de personnages sur son chemin qui vont tenter de lui sortir la tête de l'eau. Comment est-il né ce personnage d'Adem? Comment est-il né dans votre imagination? Oh, peut-être le personnage est certainement né le jour où j'avais rencontré des clochards sur une plage. Je venais de rompre avec une amie très très chère et j'étais tellement malheureux que la seule façon pour moi de consommer mon chagrin, c'était de m'isoler totalement. Et à l'époque, j'étais à Kolia, du côté de Blida. Il y avait une plage qui s'appelait Fouka, qui était à 4 ou 6 kilomètres. De toutes les façons, j'y allais à pied. Et c'est là-bas où j'ai rencontré des clochards magnifiques. Moi, je pensais à l'époque que les clochards étaient tout simplement des êtres des damnés. Mais non, c'était tout simplement des personnages fabuleux qui avaient peut-être échoué quelque part et qui ont renoncé à tous leurs rêves et qui ont accepté de se décomposer au soleil. Et j'ai découvert chez ces gens-là, parmi ces gens-là, des professeurs d'université, des journalistes et même des militants de la guerre de libération algérienne et qui ont été tellement déçus, tellement trahis dans leurs convictions qu'ils avaient décidé tout simplement de se marginaliser, de ne plus avoir affaire aux gens qui les ont trahis. Et mon personnage est allé justement retrouver ces gens-là. Voilà, c'est comme ça qu'il est né, ce personnage. Je le disais en préambule, Yasmina Khadra, Adem est instituteur, il est lettré. D'ailleurs, la lecture, la littérature, l'écriture au sens large sont très présentes dans le roman. Pourquoi Adem a-t-il finalement, pour résumer, la littérature dans sa besace? Peut-être parce que j'ai beaucoup négligé les écrivains dans mes livres. Et j'avais besoin de me souvenir que c'est grâce à eux que je me suis construit contre vent et marée. Ce sont les écrivains qui m'ont permis d'être l'homme que je suis. Je n'étais pas destiné à une vie heureuse, puisque dès l'âge de 9 ans, je me suis retrouvé dans une caserne et tout le reste de ma carrière militaire, ça a été le parcours du combattant. Mais jamais le repos du guerrier. Jamais de repos de guerrier. Mais les écrivains étaient là pour me soutenir. À chaque fois que je fléchissais, ils étaient là pour me relever. Et Naïd, peut-être que il n'a pas été comme moi. Il n'a pas beaucoup écouté les écrivains. Donc il avait toujours un livre dans sa sacoche. Il lisait beaucoup, il écrivait beaucoup, mais à quoi ça lui a servi? Et c'est comme si j'essayais de dire aux gens, faites du livre votre meilleur compagnon, mais écoutez-le. Ce n'est pas un objet, c'est peut-être votre destin, c'est peut-être la clé de votre destin, la clé de vos résiliences. Alors c'est pour ça que pour moi la littérature est très très importante. Le roman se situe au tout début de l'indépendance algérienne. Pourquoi ce choix? C'est une période, oui j'ai accepté, j'ai voulu la situer juste après l'indépendance de l'Algérie parce que c'est une période que je n'avais pas traitée à travers mes textes.
J'ai écrit sur l'Algérie coloniale, j'ai écrit sur l'Algérie du terrorisme, j'ai écrit sur l'Algérie d'aujourd'hui, crapuleuse et tout. Mais la période de l'indépendance, la période de l'euphorie, de grands espoirs, de l'idéal algérien, ben, je l'avais un petit peu négligé. Je suis revenu pour la raconter à travers ce texte. Mais en même temps, c'était aussi la naissance d'une nation avec toutes ses naïvetés, toutes ses candeurs et tous ses rêves que souvent elle confondait avec des vœux pieux et qui pourtant lui ont permis d'avancer. Et mon personnage va rencontrer justement toutes ces mentalités, et surtout tous ces préjugés. Vous écrivez « La vie est un navire qui ne dispose pas de la marche arrière. Si on n'a pas fait le plein d'amour, c'est la cale sèche garantie au port des soupirs. Lorsqu'on échoue là où les voiles sont en berne, on s'en veut amèrement de n'avoir pas laissé grand-chose pour ces vieux jours. » Adem est en mal d'amour. Adem est à la fois attachant et énervant parce qu'il s'enfonce dans son désespoir. Y a-t-il un petit peu de chacun d'entre nous dans Adem et peut-on le considérer comme un anti-héros ? D'abord, il fallait lire la première mouture, le brouillon. Alors là, mon personnage était repoussant. Et je me suis dit, s'il va rester avec cette attitude-là, le lecteur ne va pas le suivre, il va l'abandonner. Donc il fallait peut-être tempérer ces moments exécrables pour le rendre peut-être un peu, pour rendre le lecteur un peu plus attentif à ces dérives. Et c'est pour ça que j'ai été obligé de réécrire un petit peu tout le texte afin que son message passe. Et c'est vrai que ce message nous concerne parce qu'il y a une part de nous-mêmes dans ce personnage. Et c'est la part de notre fragilité, c'est surtout quelquefois nos désillusions. On est quand même très naïf. Hein. On croit dur comme fer dans des choses qui pourraient peut-être n'avoir jamais existé. On les invente, elles sont dans nos têtes et puis elles sortent de nos têtes et elles deviennent réalité, alors que ce ne sont que des convictions, mais pas des vérités. Et mon personnage est un peu ça. Et j'essaie de dire au lecteur, quelles que soient vos désillusions, ne lâchez pas le morceau, ne lâchez pas l'affaire. Continuez de croire, ne faites pas comme lui. Et voilà, il y a beaucoup de moments très forts. Moi, j'adorais surtout les personnages autour de lui. J'ai adoré ces personnages, mais mon Dieu, surtout Mika, là. Mika, c'est une sorte de prophète, c'est un homme providentiel, mais qui n'est tous qu'une personne inattentive à son échec et à sa déchéance. Adem va croiser de nombreux personnages sur son chemin, le nain Mika, le boxeur Turambo, le handicapé Meki, tous d'une façon ou d'une autre vont essayer de lui tendre la main. Que représentent-ils ces personnages? Sont-ils finalement des portes qu'Adem ne va pas savoir ouvrir? Non, ce sont tout simplement des repères. Des repères qu'on refuse de voir. Il y a toujours des gens qui souffrent beaucoup plus que nous. Il y a beaucoup de gens qui ont moins de chances de se reconstruire que nous. Et pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi faut-il toujours être tourné vers sa propre décomposition mentale, psychologique, humaine, sentimentale? Pourquoi? Alors que le monde nous parle et nous dit aucun échec n'est une mort définitive. Il y a toujours une vie après l'échec. Vous pouvez échouer sur une voie et découvrir tous les bonheurs du monde sur une autre. Il vous suffit tout simplement de chercher votre voie. Voilà, et lui, il l'a trouvé finalement. Mon personnage l'a trouvé, mais il a trouvé des marais salants. Tous ces personnages que notre anti-héros Adem va croiser sur sa route font de votre livre un roman picaresque. Pourquoi Don Quichotte est-il présent sur la couverture? Oui, la quête névrotique de la vérité. Voilà, c'est la quête névrotique de la réponse. On se pose tellement de questions, mais où est véritablement la réponse? Où est-ce qu'elle se situe et que peut-elle vraiment nous apporter? Et Don Quichotte, il s'est toujours battu contre les moulins à vent. Et mon personnage aussi se bat contre des moulins à vent, puisqu'il n'arrête pas de se mentir. Il est dans le vide sidéral, le pauvre. Il est emporté par les vents contraires de l'existence, de ce que j'écris en quatrième de couverture.
Donc il y a le rapport vent et Don Quichotte et bon personnage. Et puis finalement, si on essayait de ramener la vie juste à un coup de vent, ce serait vraiment malheureux de ne pas en profiter quand même de ce coup de vent, de ne pas partir sur un tapis volant pour découvrir le monde alentour. Si c'est un coup de vent, bon, allez-y. Laissons-nous aller, évadons-nous. Et nous avons cette chance inouïe de sortir un peu de notre bulle, c'est l'imaginaire. Nous pouvons imaginer le bonheur s'il n'existe pas. C'est pas grave, mais il suffit de l'imaginer pour qu'il soit presque une réalité. Merci beaucoup Yasmina Khadra d'avoir été avec nous pour nous présenter ce nouveau livre qui sort donc chez Julliard à la fin du mois d'août, Le sel de tous les oublis. Merci d'avoir été avec nous pour cette présentation de la rentrée littéraire 2020 des éditions Robert Laffont, une rentrée littéraire pleine de promesses avec donc 2 romans étrangers, Elisabeth McCracken et Kiran Millwood-Hargrave, des nouveaux romans signés Mélissa Desmar et David Fortems, les valeurs sûres que sont Gwenaëlle Robert, Alain Tellier, Héloïse Gay de Bellicène et Yasmina Khadra, et puis donc ce texte inédit que nous avons découvert ensemble, celui de l'auteur autrichien Joseph Roth, Perlefter, Histoire d'un bourgeois. Des livres qui seront donc dans toutes les bonnes librairies dès la fin du mois d'août. Merci de votre attention, à très bientôt.